Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinar qu'on organise avec Kinéotop. On est ravis que vous soyez là. Pour une fois, on ne va pas parler d'épaule, on va parler de genoux ce soir. Et je remercie les deux orateurs qui sont là avec nous, qui sont Florian Forelli. Florian Forelli, c'est un kinésithérapeute qui exerce en libéral et qui exerce dans un cabinet qui est très orienté, le cabinet Orthosport, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sous le titre Centre Orthosport. C'est un cabinet qui est très orienté sur les problématiques du sportif et de la sportive. Florian, lui, a une orientation particulière sur le membre inférieur et notamment sur le genou, pour lesquels il a publié pas mal d'articles. Il enseigne en formation initiale et en formation continue. Il a publié pas mal d'articles sur la problématique notamment du ligament croisé, les risques de se rompre les ligaments, quels sont les facteurs de risque, comment on reprend, quels sont les critères de reprise du sport. Et donc là, ce soir, Florian va nous parler d'une thématique en particulier qui est celle de la course à pied. On a plein de patients qui se blessent le genou, qui se font des entorses de genou, par exemple, en pratiquant le ski ou en pratiquant le rugby, et qui ont envie de se remettre à courir. Et parfois, c'est un préalable d'ailleurs à la reprise de leur sport initial. Parfois, on a même des gens qui ont envie de se mettre à la course à pied alors qu'ils ont eu précédemment une entorse du genou, une lésion ligamentaire. Et donc, Florian va nous dire ce soir, est-ce qu'on peut reprendre facilement, le titre a l'air assez évident, est-ce qu'on peut reprendre facilement quels sont les critères de reprise de la course à pied après une lésion ligamentaire? Et je le remercie beaucoup pour ce topo. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Vous n'avez pas trop la main en termes de son, c'est normal. Et donc, sur le chat qui est en bas de votre écran, vous allez pouvoir poser des questions sur le topo de Florian et puis sur le topo de Jean-Baptiste qui viendra juste après, qui sera le prolongement du topo de Florian. Et puis, du coup, moi, je vais récolter ces questions-là. Et puis, on va poser la question aux orateurs juste après leur, leur présentation. Voilà, Florian, je te laisse la parole. Et moi, de mon côté, je continue à admettre les collègues les uns après les autres. Tu n'as pas ton micro. Alors, attends, il faut que je remette le son. Je ne sais pas pourquoi ça s'est encore mis comme ça. Euh, Voilà. Florian, tu peux remettre ton son normalement. Oui, ça y est, ouais, je sais pas, ça s'est Voilà. désactivé. OK. Écoute, merci en tout cas Frédéric pour l'introduction et pour l'invitation. Très, très heureux voilà, d'être là, de partager ce webinaire aussi avec Jean-Baptiste, donc autour de la course à pied. Et comme tu l'as si bien introduit, effectivement, je vais essayer de vous présenter un petit peu les critères, les différentes recommandations que l'on peut avoir, que ce soit dans la littérature, mais aussi par l'expérience des praticiens, pour justement aider nos patients à retrouver la course, à vouloir courir ou autre. Alors, Alors attends, Florian, s'il vous plaît, les uns et les autres, il faut absolument que vous désactiviez votre son. Désactivez vos sons respectivement. Sinon, on va vous entendre. On entend le mari qui dit qu'il n'est pas content, que sa femme est en train de regarder un webinar au lieu de mater une série Netflix avec lui. Merci beaucoup. Allez, vas-y, Florian. merci. Alors, voilà, en introduction, donc quand on parle de lésions effectivement ligamentaires, en tout cas au niveau du genou, c'est vrai que ça représente un certain nombre voilà, de panels, on va dire, de lésions que l'on peut retrouver. Alors, on va surtout explorer, on va dire, les plus fréquentes, qui sont les entorses voilà, du pivot central. Alors, hors LCP, c'est vrai qu'on va plutôt centraliser sur le ligament croisé antérieur, mais en tout cas, par rapport aux lésions nous, qu'on retrouve souvent en cabinet, on a l'entorse, bien évidemment, du ligament latéral interne ou collatéral tibial, collatéral médial, hein, il a plein de noms. C'est souvent celui qui est le plus touché de l'articulation du genou, le collatéral latéral un peu moins, en tout cas de manière isolée, et souvent plutôt avec des lésions concomitantes. Et l'entorse, on va dire, la plus médiatisée, même si elle est peu nombreuse, sur le ligament croisé antérieur, qui est très importante, puisque c'est celle qui va souvent montrer des changements à la fois physiologiques et psychologiques importants, et notamment dans ces changements physiologiques que l'on peut retrouver lors des étapes de retour à l'activité physique, et notamment à la course. Et l'idée justement de ce retour aussi à la course,
c'est d'éviter ce que moi j'appelle en tout cas les complications mécaniques. Et la principale, c'est souvent le syndrome fémoro-patellaire que l'on peut effectivement retrouver suite à des entorses, on va dire, ou des lésions, en tout cas ligamentaires du genou. Et donc, le fait de pouvoir recourir correctement par rapport à des critères, par rapport à des renforcements spécifiques, va à la fois limiter les complications mécaniques, on va dire primaires, mais aussi limiter ensuite les risques de dégénérescence cartilagineuse dont vous parlera surtout Jean-Baptiste par la suite, justement pour la suite ensuite de la vie active des patients. Et ensuite, on fera un petit distinguo certain sur le traitement fonctionnel et ou chirurgical de ces lésions. Alors, si on regarde un petit peu le retour un petit peu au sport, donc j'aime bien moi cette figure un petit peu d'Alexandre Rambaud qui montre que finalement le retour en gros à la performance, c'est pas forcément hyper facile comme des fois des patients ont tendance à croire parce qu'ils se basent des fois sur des idées un peu reçues ou sur des exemples de sportifs que l'on peut retrouver, mais tout le monde n'est pas un sportif de haut niveau, tout le monde n'a pas besoin de retourner à la performance et des fois, ça s'arrête plus précocement que prévu, comme dans une course de vélo finalement. Le retour à la course, c'est un peu la première étape de ce retour au sport et c'est souvent une étape attendue. Quand on a des patients qui font du sport, même amateurs, c'est souvent quand est-ce que je vais pouvoir recourir, à partir de combien de temps, et ceci, cela. Donc ce retour finalement à la course, c'est une étape qui est à la fois attendue par le patient, mais aussi une étape clé, on va dire, pour le kinésithérapeute, parce que bah, souvent le retour à la course, il est mal documenté aussi dans la littérature, hein. C'est ce qui est d'ailleurs reproché dans beaucoup de revues de littérature, parce que ça paraît justement comme une évidence, entre guillemets, et on remarque dans la littérature souvent que plus les choses sont simples et moins elles sont documentées, et pour autant, des fois, c'est ce qui va préconiser, ou en tout cas amener le plus de complications, d'un ralentissement au niveau de la progression, voire même vraiment des inflammations du genou qui peuvent des fois revenir un petit, qui peuvent des fois refaire un peu un retour en arrière sur l'optimisation justement du continuum de rééducation chez nos patients. Alors, si on distingue un petit peu et on regarde ce qui existe pour le ligament collatéral médial, si on regarde ce qui a trait un petit peu à la course, on a ces critères-là. Donc, on est dans un continuum. Vous voyez, c'est pas très forcément bien détaillé. Sur le croisé antérieur, c'est pareil, ça avait été mis en évidence par la Scoping Review là, d'Alexandre Rambaud. En tout cas, ce qui est à remarquer sur ces critères-là, c'est qu'on a à peu près, on va dire, des grandes dominantes, à savoir une dominante un peu inflammatoire. On ne court pas forcément avec un épanchement, c'est beaucoup mieux. On a une dominante musculaire, neuromotrice, proprioceptive. Et donc, on voit finalement que la course va intéresser à peu près, et puis douloureuse hein, aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais on voit qu'à peu près, ça va intéresser tous ces grands chapitres et toutes ces grandes dominantes, on va dire, en tout cas de la récupération, on va dire, fonctionnelle des patients. Donc, la course répond déjà à des critères, qu'on a dit, douloureux, physiques, neuromoteurs, etc. Donc, ça répond déjà à une évaluation. Et souvent, c'est vrai que avant, on se basait beaucoup sur des délais où on nous disait, bah oui, à tel temps, il faut courir, tel délai après l'opération, il faut courir. Et potentiellement, se baser sur des délais ne faisait pas avoir une récupération, en tout cas fonctionnelle, qui soit parfois optimale, développant par la suite voilà, des complications. Donc par rapport à ça, en tout cas, ce qui reste intéressant en termes de délai, c'est important quand même d'y penser parce qu'on a quand même des délais de cicatrisation, on va revenir justement après dessus, et par rapport aussi à ces critères fonctionnels, il est démontré qu'en tout cas, plus on va avoir une force importante, en tout cas du quadriceps, et plus on va avoir un retour à la course qui va être réussi, hein. Et encore, si on se base sur cette étude qui a été présentée cette année au CSM là, à San Diego, vous voyez que même sur des critères de force qui sont assez intéressants, on n'a pas quand même la totalité des gens qui réussissent à recourir, on va dire, de manière, on va dire, qualitative, hein, si on parle de qualité de vie. Et pour autant, c'est l'une des premières conditions vers le retour au sport et le retour, bien évidemment, à la performance. Alors, si on regarde les délais un petit peu de cicatrisation, donc on va parler en fonction des grades à peu près, on n'est pas bien sûr au jour près, mais si on regarde la littérature, pour un ligament collatéral médial, par exemple, on va se situer sur un grade 1, donc c'est les
plus, on va dire, les moins importants sur, vous voyez, 10 jours, grade 2 entre 2 et 4 semaines, et le grade 3 vers 8 semaines de cicatrisation. Ces délais, ils sont assez importants finalement à respecter, pour nous, en tout cas en tant que kinésithérapeute, parce que des fois, on a tendance à aller assez vite. Sur le ligament collatéral médial, c'est vrai que généralement, les gens vont assez vite bien, sans trop de douleur quand on est sur des grades légers, hein, c'est ce qu'on retrouve un peu dans notre pratique, on va dire quotidienne, mais les gens n'ont pas de douleur parce que justement, on leur met pas aussi toujours des contraintes excessives en valgus et c'est ce qu'il faut justement éviter au départ. Donc peut-être vous avez vu aussi des vidéos sur YouTube ou autres, on va dire réseaux sociaux, vous avez, des fois des patients qui font, notamment dans le sport de haut niveau, de la rééducation avec des attelles articulées sur des entorses justement du ligament collatéral médial, c'est souvent pour éviter ces contraintes excessives en valgus. Pourquoi elles sont importantes? Parce que, bah, si on laisse pas le temps au tissu de cicatriser, notamment collatéral médial, on va se retrouver avec possiblement des fibroses, des inflammations et donc on aura, des douleurs résiduelles et ces douleurs résiduelles, bah, oui, elles vont se manifester quand on va avoir, des courses, des changements de direction et cetera et cetera. Donc sur le collatéral latéral, on a des délais qui sont un peu plus long, bien évidemment, mais encore une fois, très, très rare, on va dire de manière isolée, plutôt combinée au LCA et LCP. Et sur le LCA, on va avoir des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, différentes par rapport à ce qu'il est reconstruit ou pas reconstruit. Et ce qui semble intéressant, parce que c'est vrai qu'on a tendance maintenant à aller vers des continuums de rééducation, à supprimer un peu les délais ou s'affranchir plutôt des délais, on va dire, post-opératoires. Mais en tout cas, il y a des étapes aussi qui sont importantes, hein, à savoir la cicatrisation des tunnels osseux, qui va varier entre 4 et 8 semaines en fonction du transplant, bien évidemment, que vont avoir les patients suite à la reconstruction. Donc, envisager une course avant, on va dire 8 semaines, par exemple, pour un DIDT, ça peut sembler être un petit peu embêtant pour justement ne pas freiner la cicatrisation des tunnels osseux. La cicatrisation de la greffe. Aujourd'hui, on sait que la greffe peut supporter des contraintes quand même qui sont importantes. Donc la cicatrisation de la greffe ne semble pas forcément vraiment indiquée dans ces critères, en tout cas de retour à la course et cette possibilité de retour à la course. Et sur le traitement conservateur, puisqu'on a des gens aussi qui ne se font pas opérer, hein, qu'on a aussi dans nos cabinets, bah là, ça va dépendre plutôt d'un niveau aussi de récupération fonctionnelle, de lésions concomitantes qui pourraient potentiellement y avoir, et des critères, bien évidemment, d'instabilité qu'on va retrouver chez nos patients, mais plutôt une évaluation quantitative et qualitative pour nous se baser sur des critères pour reprendre la course. Alors sur la qualité musculaire, justement, on a parlé de force musculaire, mais ce qui est important aussi, c'est cette qualité musculaire, cette capacité de contraction. Par exemple, ici, on a une jeune fille qui était venue me voir pour un bilan de retour justement à la course post-croisée à 3 mois. Cette fille rentre en marchant en flessum et lors du mouvement du test laximétrique, je lui demande voilà, un SLR, une élévation jambe tendue, et donc je vois effectivement bah, qu'elle n'y arrive pas. Et donc, c'était une jeune fille qui était contente parce qu'elle me disait: «Ah ça y est, je vais pouvoir recourir, je suis contente» et cetera. Le problème, c'est qu'on voit ici qu'il y a un déficit, en fait, d'activation du quadriceps qui, des fois, est en prémisse avec l'arthrogenic muscle inhibition que l'on retrouve en post-opératoire immédiat et des fois, ces inhibitions, on les retrouve par la suite et malheureusement, des fois, elles peuvent passer inaperçues ou des fois, bah, c'est sûr, on va dire, on a des courants qui circulent en disant: «Bah, oui, oui, en post-op, une fois que le genou tend, c'est bon» et bah, pas forcément parce que des fois, le genou tend mais l'activité du quadriceps n'est pas encore optimale. Donc il faut pouvoir retravailler là-dessus. Et donc, c'est important que le patient arrive à conscientiser aussi cette contraction, puisqu'on n'arrivera pas à renforcer correctement un quadriceps si on a une mauvaise qualité de contractile de ce muscle-là. On aura beau essayer, mais des fois, on arrive sur des retours au sport ou à la compétition avec des bilans musculaires qui sont catastrophiques parce qu'on a encore des inhibitions finalement du quadriceps qu'on retrouve sur des LCA, qu'on peut retrouver des fois sur des entorses collatérales médiales ou voire même aussi sur des syndromes fémoro-patellaires. Donc, comment on évalue? On regarde, on verrouille effectivement en charge et en décharge, hein. On regarde sur des élévations aux jambes tendues. Est-ce que le patient ressent bien la contraction en contractant aussi son membre contralatéral? Et ensuite, de nous montrer s'il ressent moins la contraction. Et surtout, en charge aussi, c'est très important parce que vous avez des gens qui ont
une activation nécessaire pour tendre la jambe grâce au poids du segment jambier, mais une fois que le poids du corps est bien évidemment en charge, là, on n'a pas assez d'activité musculaire. Donc, c'est important d'avoir cette qualité musculaire et sur des mouvements statiques et des mouvements dynamiques. C'est-à-dire, est-ce que je ressens également la contraction par rapport à mon côté contralatéral qui soit à peu près identique en termes de ressenti sur voilà, un mouvement de leg extension classique en bord de table. Donc tout ça, c'est important d'aller vraiment travailler là-dessus et pareil sur cette, on va dire, qualité contractile. C'est, on va dire, peut-être le prérequis au renforcement musculaire que l'on va avoir pour avoir un renforcement musculaire ensuite qui soit optimal, toujours privilégier la qualité et ensuite effectivement la quantité, tout en expliquant aux patients qu'au départ, c'est pas parce qu'on met pas de charge qu'on ne travaille pas. Parce que nos patients, des fois les plus sportifs, vont nous dire: «Ah ouais, mais là je mets pas de charge, je vais jamais récupérer, etc.» Hein, les patients sont toujours obsédés pour aller vite. Moi, j'ai toujours tendance à dire: on ne gagne pas forcément de temps, mais on peut toujours faire en sorte de ne pas en perdre. Et déjà, ça, c'est déjà pas mal. Alors là-dessus, c'est voilà, une étude aussi qu'on a menée, une petite étude pilote là sur du croisé pour montrer que, bah, il y a des changements aussi, on l'a dit, hein, physiologiques et surtout, ce que l'on voit, c'est quand les patients, bah, se mettent à courir, alors bien sûr, vous allez me dire sur tapis roulant et cetera, on a fait ce qu'on a pu, mais on voit en tout cas, c'est que les capacités du genou à absorber et restituer l'énergie, ne sont pas forcément optimales au moment du retour à la course chez les croisés. Donc là, c'est quand même une étude qui avait été faite chez des patients qui étaient à 6 mois post-croisés. Donc normalement, si on se fie un peu au délai, on a repris la course depuis un moment. Et finalement, on se rend compte que les qualités, en tout cas, du genou à absorber, restituer l'énergie, ne sont pas bonnes. On va courir avec un genou raide. Et donc, du coup, bah, lorsque vous allez conduire avec quand vous allez, pardon, courir avec un genou raide, vous allez avoir des compensations qui vont se créer au niveau de la hanche, au niveau du tronc, et cetera. Et donc, vous voyez, d'une pathologie finalement, on va dire localisée sur le genou, bah, potentiellement, on va avoir après des autres problèmes qui vont venir effectivement se créer. Et donc ça, c'est hyper important. Hein. Tout en sachant qu'en plus, les qualités de genoux, de renforcement musculaire, sont hyper importantes. Parce qu'on sait justement aujourd'hui que l'arthrose post-traumatique qui va être souvent mis en évidence, hein, lorsqu'on dit, bah oui, quand on est opéré du genou, quand on a une entorse de genou, on a plus de risques de développer de l'arthrose. Bah, cette arthrose, elle est liée justement à la force, notamment du quadriceps, qu'elle soit fémoro-patellaire ou, on va dire, fémoro-tibiale. Donc, on a aussi notre rôle à jouer dans ce renforcement musculaire pour justement optimiser les signes d'arthrose et de dégénérescence musculaire. Là, par exemple, si on regarde cette vidéo, regardez à gauche, vous avez un patient qui va courir hein, sur le genou droit qui va être très raide, et ensuite à droite, un patient qui va avoir beaucoup plus de capacité à courir en absorbant, restituant l'énergie, et en faisant un renforcement musculaire qui va être justement lié, on va dire, à la course, et des fois aussi lié on va dire, à l'environnement aussi de course, puisque bah, forcément, quand vous êtes un footballeur, un rugbyman, un handballeur, on ne court pas avec les mêmes chaussures, on ne court pas sur le même terrain. Donc des fois, ça peut être intéressant d'avoir une approche écologique aussi dans ce travail de la course chez nos patients. Donc l'entraînement, hein, on l'a dit, renforcement musculaire, hein, donc Jean-Baptiste va justement vous en parler juste après, qui est donc, très important et qu'il faut optimiser donc, chez nos patients, on l'a dit, par rapport à des renforcements musculaires spécifiques, par rapport aux qualités musculaires et aux qualités articulaires d'absorption, restitution, notamment d'énergie, hein, comme un ressort, et puis des programmes que vous allez avoir de retour à la course qui ne s'affiche malheureusement. Ah, si, le voilà. Donc là, c'est un parmi tant d'autres que vous pouvez retrouver. C'est un programme que l'on retrouve dans les guidelines de la Delaware University. Alors, c'est plutôt personnel. Moi, je l'aime bien. Il existe beaucoup de programmes que vous pourrez retrouver dans la littérature. Et je pense que c'est important de pouvoir individualiser le programme par rapport au type de sport, au type de personnes que vous avez, parce qu'on a des personnes voilà, qui ont 18, d'autres qui en ont 50, etc., qui ne courent pas à la même allure, ne font pas le même sport. Donc, c'est important d'individualiser les programmes de course en fonction des patients et puis aussi de vos affinités, hein, c'est important. Celui-là, moi, je l'aime bien parce qu'il y a à la fois sur tapis et sur piste.
Généralement, voilà, vous avez des gens, ils font de la salle, ils aiment bien courir sur tapis, d'autres préfèrent sur piste. Et sur piste, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est potentiellement adaptable aussi sur terrain. Voilà, un footballeur, pourquoi pas lui demander de rechausser ses crampons, d'aller sur le terrain, vous voyez, sur le niveau 1, de courir sur la longueur et de marcher sur la largeur. Voilà, ça peut être assez intéressant. Et surtout, d'un point de vue d'auto-rééducation, vous voyez, il y a des instructions justement en progression, des monitorings sur la douleur, etc. Donc ça peut être effectivement assez intéressant, mais encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire. Il y a beaucoup de protocoles, en tout cas, qui existent et qui sont intéressants, tout en gardant à l'esprit que voilà, la course, ça se réapprend et de manière progressive si on veut optimiser le travail chez nos patients. Alors, les idées reçues qu'on a souvent. Généralement, les patients nous disent, il faut que je cours avec une genouillère ou pas. Donc, courir avec une genouillère, ce n'est pas forcément très recommandé. On voit que ça, effectivement, perturbe le schéma de course, perturbe le schéma de marche. Donc, courir avec genouillère, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être recommandé chez les patients. Ensuite, les gens souvent nous disent: «Ah mais j'ai mal au genou» et on dit: «Pourtant, j'ai couru lentement». Mais oui, mais quand vous courez lentement, finalement, pour le genou, il y a rien de pire puisqu'il va devoir absorber, restituer l'énergie de manière encore plus importante et donc on sait qu'en augmentant la cadence, effectivement de pas et de course, on va diminuer finalement les contraintes sur, l'articulation du genou. Alors, c'est vrai que souvent dans les revues ou dans les articles, on va voir, bah oui, tant de pas minutes et cetera. C'est pas toujours évident, pour les patients, parce que tout le monde n'a pas, des montres connectées pour calculer les pas. Mais souvent, moi, j'ai tendance à leur dire: «Voilà, essayez de courir». C'est pas forcément le temps ou la distance qui va forcément être nécessaire, mais essayez de courir à un rythme où, voilà, vous êtes à l'aise, mais quelque chose qui va être soutenu pour justement éviter finalement de courir lentement et d'aller, justement perturber la mécanique du genou. Pareil, j'arrête de courir à cause de la douleur. Les gens disent: «Bah, c'est bon, j'ai mal, j'arrête». Voilà, on a des monitoring un petit peu de la douleur qui vont nous dire: «Bah, là, potentiellement, je peux encore continuer, je peux courir». Si ça n'augmente pas les douleurs, on va dire, d'avant-course ou je ne sais quoi, bah, pourquoi pas, je peux continuer effectivement, à faire, mon effort. Maintenant, si la douleur augmente, peut-être je vais diminuer d'un niveau, peut-être j'ai été trop loin, peut-être j'ai été courir trop longtemps. Donc ça, c'est là aussi, notre rôle de pouvoir, justement accompagner les personnes dans ce retour à la course de manière progressive avec des programmes tels qu'on l'a, préconisé juste avant. Pareil, j'arrête de courir parce que mon genou craque. Le craquement, c'est aussi un des motifs que l'on a. Le craquement, on sait aujourd'hui, c'est pas signe d'arthrose, c'est pas, quelque chose de néfaste pour le genou. Donc des fois, il peut y avoir des petites carences musculaires, il peut y avoir des petites fibroses résiduelles suite, à une opération. Donc le genou craque, voilà, pas d'inquiétude, on continue et ensuite pareil, hein, de toute façon, toujours on va réévaluer par la suite pour voir la progression du patient. Et toujours, des fois, je suis en retard sur le protocole. Bah, oui, on doit courir au bout de 15 jours, on doit courir au bout de 8 semaines. Je suis déjà à 9 semaines, je cours pas, il faut que je me force et cetera. Comme je vous ai dit, il y a pas de retard. Chacun, va à son rythme en fonction, voilà, des lésions, de l'expérience, de tout ce qu'il a pu, effectivement avoir. Se précipiter, des fois, c'est là où justement on va effectivement prendre du retard sur la rééducation. Et ça revient un petit peu au délai temporel où les gens se disent: «Oui, à tant de temps, je dois aller courir, je vais quand même essayer». Mais des fois, essayer, c'est aussi créer potentiellement, aussi, voilà, une lésion, une inflammation qui peut effectivement ensuite, ralentir le processus de rééducation. Alors en conclusion, voilà, brièvement, hein, la course n'est pas forcément une activité si banale que ça, hein. Des fois, on a tendance à dire: «Voilà, allez, c'est bien, vous êtes à 3 mois, c'est cool, allez, on va courir 5 minutes, on va voir ce que ça donne». Bah non, c'est pas si banal que ça. On répète énormément le mouvement, donc si on apprend, bah, toujours pareil, un mauvais mouvement, bah, on va le répéter et ça va être assez compliqué ensuite, d'éviter donc toutes les compensations. On respecte la cicatrisation pour éviter d'avoir des inflammations, des fibroses, on va dire à distance qui pourraient ensuite, bah, venir un petit peu «handicaper» entre guillemets, la reprise sportive. L'inhibition quadricipitale très importante, également à traiter, comme on l'a dit pour justement optimiser ce retour à l'activité, que ce soit à la course, au sport ou à la performance par la suite. Parce qu'après une fois qu'elle est installée, c'est vraiment
hyper difficile d'aller à son encontre. Renforcement musculaire spécifique, dont Jean-Baptiste va vous parler dans quelques instants, et privilégier, à mon sens, en tout cas pour le genou ligamentaire, une approche écologique le plus proche possible aussi voilà, de l'activité physique et sportive de notre patient. Et on monitor et on adapte bien évidemment avec la douleur, hein. Le fait d'avoir mal, d'avoir des gènes, ça ne doit pas être rédhibitoire non plus dans l'aspect de courir. Tout dépend d'où viennent effectivement les douleurs et surtout comment elles évoluent par la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je peux laisser la parole à Jean-Baptiste. Est-ce que là, tu y arrives? C'est bon. Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Florian, tu m'entends? Ok, parfait. Super. On a eu un petit souci de transition. La joie des webinars. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis Jean-Baptiste Duhaut. Je suis kinésithérapeute sur Paris en libéral. Je suis également préparateur physique DU. J'ai travaillé 10 ans à la Fédération française d'athlétisme, plutôt axé sur les sprinteurs, mais également les fondeurs et demi-fondeurs que j'ai pu croiser plusieurs fois en stage. Et aujourd'hui, je travaille plutôt sur le football, mais toujours axé sur la préparation physique et optimiser un maximum les capacités de nos footballeurs. Merci à Florent pour la préparation qui était top. Là, la première partie était chouette. On va enchaîner sur un sujet qui vient finalement après souvent des lésions. On va en reparler des lésions ligamentaires ou tout traumatisme au niveau du genou. Et la question ce soir, c'est est-ce que la gonarthrose et la course à pied sont vraiment liées? Est-ce qu'il y a vraiment un risque, lorsqu'on pratique de la course à pied, d'altérer ou d'augmenter les effets qui peuvent venir avec le temps sur une dégénérescence articulaire? Alors, la première chose à voir, c'est que si on regarde l'épidémiologie de l'arthrose en France, on a à peu près 17% de la population qui est concernée par la dégénérescence articulaire et quasiment pour moitié, voire un peu plus, le genou. Si on regarde ce premier schéma, on voit une dégénérescence progressive dans le temps donc de l'arthrose. Ce qu'il est important de préciser, c'est que ces stades datent un petit peu et les estimations faites pour 2030 vont aux alentours de 22%. Donc, c'est un vrai sujet de santé publique. Ça va être une évolution progressive dans laquelle les professionnels de santé vont avoir à jouer un rôle essentiel. On constate avec ces statistiques que le début des douleurs peut se situer dans 35% des cas pour les patients touchés par une dégénérescence articulaire avant 40 ans, ce qui est un chiffre relativement alarmant puisqu'il a un vrai impact sur la vie quotidienne. Cet impact-là, il ne se traduit pas forcément que par l'arthrose. Il est important de préciser que dans les imageries, on va avoir une apparition de dégénérescence articulaire sans pour autant que les patients puissent avoir des symptômes. En effet, on sait qu'autour de 60 ans, 30% des gens qui vont avoir après une dégénérescence articulaire, bien seulement 10% vont avoir une symptomatologie. Et donc, la douleur arthrosique, il est important de le préciser maintenant qu'elle va être différente de ce qu'on va qualifier d'arthrose, de dégénérescence articulaire. Donc, malgré cet impact sur la vie quotidienne, eh bien, on a des outils et on va les voir ensemble pour pouvoir prévenir tout ça, parce qu'effectivement, tout ça a un coût. En 2010, le coût était d'environ 3,5 milliards d'euros.
Et fatalement, on sait qu'avec le temps, ça va évoluer. Et donc, les professionnels de santé, avec des outils efficaces, parviendront dans le temps à trouver des outils qui permettront de soulager ça. Et on va voir un petit peu ce que nous avons aujourd'hui en termes d'outils rééducatifs. On va commencer avec l'arthrose et les facteurs de risque. Des facteurs de risque qui sont intra- et extra-articulaires. Un des premiers que tout le monde connaît, qui est factuel, c'est l'âge. Plus on vieillit, plus on va avoir de l'arthrose, et ceci augmente de manière linéaire. On atteint aux alentours des 80% vers l'âge de 80 ans. Donc, ce facteur-là n'est pas un facteur sur lequel on va pouvoir jouer de manière significative, l'âge étant la nature. En revanche, ce deuxième facteur de risque est très intéressant. On constate que lorsque l'indice de masse corporelle est trop important, quand on va être sur des facteurs d'obésité ou obésité morbide, eh bien, l'estimation de l'augmentation du risque de dégénérescence articulaire est calculée par 2, ce qui est énorme et ce sur quoi, évidemment, les rééducateurs et professionnels de santé peuvent agir aujourd'hui. Florian vous a expliqué tout à l'heure que lorsqu'il y avait eu une blessure, une lésion ligamentaire, une fracture de rotule, eh bien, l'existence des antécédents de blessure majore le risque d'apparition de dégénérescence articulaire. Encore une fois, il est important de préciser que dégénérescence articulaire et douleur arthrosique sont deux choses différentes et on va voir quels paramètres on va pouvoir utiliser pour soulager des patients, du moins les accompagner au cours de leur vie. Les antécédents familiaux, qui sont également un facteur riche en héritage multiple, dont malheureusement l'arthrose, sont bien présents et c'est un facteur sur lequel malheureusement nous n'aurons que très peu d'influence. En revanche, les antécédents de chirurgie du genou ou de la hanche sont un des paramètres importants qu'on va retrouver dans l'apparition d'arthrose. Alors, il y avait eu des études qui avaient été menées, ou en tout cas des discours qui tenaient un avis sur lequel la chirurgie favorisait la réduction d'apparition d'arthrose et ou de souffrance médicale, ce qui est faux. En revanche, la présence de la dégénération du tissu articulaire n'est encore une fois pas forcément en lien avec des douleurs arthrosiques. Autrement dit, nous avons des outils pour lutter contre l'apparition de la douleur arthrosique. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Si maintenant on parle d'arthrose et douleur, on va discuter un petit peu de facteurs relativement variés, puisque tout ne se cantonne pas à l'évolution du cartilage. En effet, ce sont des douleurs qui sont influencées par différents paramètres psychologiques, biologiques, sociaux. C'est une prise en charge qui est globale. Globalement, si on peut considérer l'origine de la douleur, eh bien, ce sont souvent les variations d'activité trop rapides en intensité et volume qui vont favoriser une dérégulation du fonctionnement du remodelage tissulaire. Et ça, c'est un des paramètres les plus essentiels pour justifier l'apparition de la douleur arthrosique. On va retrouver évidemment des facteurs de risque qui provoquent l'altération des capacités de remodelage, donc la sédentarité notamment, le tabagisme, l'alcoolisme. Tous ces facteurs-là vont jouer sur une altération du fonctionnement du système immunitaire. Donc, un des premiers systèmes qu'on va retrouver comme étant touché en tout cas dans l'explication des douleurs arthrosiques, c'est le système immunitaire qui va subir en fait une arrivée massive, une présence massive de fibroblastes synoviaux. Et ces fibroblastes synoviaux ont une tendance à créer une alerte au niveau des ganglions synoviaux. Autrement dit, les réactions immunitaires sont dérégulées par des activités inadaptées ou la présence de facteurs de risque et provoquent une excitation des nocicepteurs. Nous n'avons donc pas forcément face à une activité qui est altérée au niveau des nocicepteurs, mais elle est dérégulée. Cette dérégulation, affolant les messages nociceptifs, vient exciter l'amygdale cérébrale et majore donc la perception de la douleur. D'accord ? Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que cette dérégulation du modelage articulaire favorise une excitation des voies nociceptives. Et c'est pour ça qu'on voit parfois des jeunes patients, même très jeunes, on avait des athlètes de 23-24 ans avec des arthroses grade 3 qui ne présentaient aucun symptôme. En revanche, lorsqu'ils arrivaient sur la fin de saison ou quand ils étaient dans leur période de repos, ils pouvaient présenter des douleurs et la reprise pouvait être également douloureuse. Autrement dit, cette variation d'activité de manière abrupte ou de mauvais calcul de l'activité sportive pouvait être un problème. Les patients sédentaires, au cours du temps, comme tout le monde, perdent de la force et les facteurs de risque favorisent l'apparition de ces fameuses douleurs arthrosiques qui dérangent les patients et ce sur quoi nous, en tant que professionnels de santé et spécialistes de la rééducation, pouvons agir. Alors, si maintenant on parle d'arthrose et d'activité physique, il y a une étude qui est relativement récente en 2021, c'est une revue systématique, et ils se sont intéressés, après avoir balayé à peu près 5000 articles, je crois, ils avaient retenu 19 articles qui étaient
dans les critères d'inclusion et qui signifiait que les programmes avec des exercices physiques adaptés montraient des bénéfices sur les douleurs arthrosiques des patients et amélioraient les capacités physiques de ceux-ci. Autrement dit, si vous prenez une balance, si vous restez à rien faire, eh bien, vous avez un bénéfice sur vos douleurs arthrosiques qui est relativement faible. À l'inverse, si vous pratiquez une activité physique adaptée, eh bien, vous avez une réduction significative des symptômes des douleurs arthrosiques. Il existe évidemment une multitude de modalités d'exercice. Je ne vais pas prendre parti pour la course à pied, bien que ce soit une de mes activités favorites. Le pilate, le renforcement, l'activité aérobie, la natation, etc. vont avoir un effet extrêmement bénéfique sur les douleurs arthrosiques lorsqu'elles sont adaptées. Alors, quand on dit adapté, c'est un peu facile comme mot. C'est là où effectivement les professionnels de santé doivent pouvoir fournir des programmes où le patient, lorsqu'il pratique son activité, ressent un bienfait le soir, le lendemain, dans les jours à venir, arrive à se stabiliser avec cette activité dans le temps. Et notre rôle sera justement de permettre au patient de comprendre ses limites, de comprendre à quel point il peut pratiquer certaines activités sportives et les limites qu'il va aussi rencontrer. Parce qu'évidemment, il serait illusoire de penser qu'on est capable de pratiquer à 74 ans du 100 mètres et de vouloir le faire en moins de 12 secondes ou de faire 9 à 10 entraînements par semaine de manière très intense. Ce n'est pas adapté. Notre rôle sera donc de réguler ceci. On a donc une conclusion très simple. L'exercice physique favorise l'adaptation et le remodelage du tissu organique aux contraintes mécaniques. C'est-à-dire que la pratique physique, de l'activité physique adaptée, permet de favoriser la régulation du système immunitaire, du système nerveux et du système cortical. On arrive sur un sujet passionnant qui est donc arthrose et course à pied. Un sujet extrêmement controversé. On le sait que beaucoup de professions médicales décommandent la pratique de la course à pied passé un certain âge, décommandent à certains patients qui vont avoir une fois une douleur au niveau du genou la pratique de la course à pied. On pourrait presque parler de politique de l'autruche finalement. Je me suis fait mal, donc j'arrête. Il serait compliqué de reproduire et de répliquer ce système-là sur un ensemble d'activités. Ce qu'on sait actuellement, c'est qu'à court terme, les imageries, donc nos collègues radiologues, nous montrent que la course à pied n'est pas associée à une dégénérescence significative de l'arthrose. Autrement dit, la course à pied n'est pas forcément un problème pour l'évolution de l'arthrose. Il y avait encore une fois des études menées en Angleterre qui nous montraient ça sur une étude prospective de plus d'une vingtaine d'années, que les patients pratiquant la course à pied n'avaient pas forcément des facteurs de risque bien plus élevés. Ensuite, on voit que les patients qui pratiquent la course à pied ne rapportent pas plus de douleur au niveau du genou quand celle-ci est adaptée. Donc, aucun risque sur la pratique de course à pied si elle est adaptée et si le patient est apte physiquement à la pratiquer. La course à pied semble donc prévenir des facteurs de développement de douleur globale du genou. Ça rentre dans des politiques de santé publique où tout simplement on sait que l'activité physique, globalement, est bénéfique. Le docteur Matthew Hartwell, qui est un chirurgien américain qui vient de Chicago, s'était amusé à créer un questionnaire lors d'un marathon à Chicago sur une population de plus ou moins 44 ans et pratiquant plus ou moins 45 km par semaine. Au travers d'une trentaine de questions, il essayait de comprendre la pratique des coureurs et de voir s'il y avait ou non un lien avec le développement de l'arthrose. La prévalence de l'arthrose de hanche et du genou était dans l'étude de 7,3%, ce qui est très faible. Les facteurs de risque étaient strictement les mêmes chez les coureurs et non-coureurs. Et à facteur de risque comparable, ce qu'il faut retenir, c'est que les patients qui couraient présentaient moins de douleurs arthrosiques que les patients non-coureurs. Donc, encore une fois, on va dans un sens où l'activité physique, lorsqu'elle est adaptée, régulée, contrôlée, a une tendance à réduire les troubles arthrosiques. C'est un discours qui est intéressant à tenir auprès de patients qui viennent avec leur panoplie d'imagerie médicale pour vous montrer à quel point ils présentent des géodes et autres dans le genou. Et puis finalement, leur expliquer que certes, l'articulation est dans l'état qui est observé en imagerie paraclinique, mais que l'explication de leurs symptômes n'y suffit pas. On va aborder un sujet passionnant que Florian a bien introduit et qui est vraiment, à mon avis, aujourd'hui, un des cœurs du métier qu'on doit garder sur le musculo-squelettique, c'est le renforcement et la course à pied. Globalement, le tissu musculaire favorise l'absorption des chocs au sol. Autrement dit, plus vous êtes fort physiquement, plus vous absorbez, plus vous êtes capable d'absorber des chocs au sol. C'est la fonction du muscle premier, c'est d'absorber un choc au sol lorsqu'on le met en tension, lorsqu'il est dans une capacité physique de le réaliser.
D'où l'intérêt de pratiquer du renforcement suite à des traumatismes, puisqu'on a tendance à perdre prématurément de la force. D'où l'intérêt d'expliquer aux patients, suite à des opérations de ligaments croisés, des opérations comme des prothèses de genoux, que plus ils vont pratiquer la musculation, plus ils conservent leur force dans le temps, mais lorsqu'ils vont s'arrêter post-rééducation, eh bien cette force va décroître malheureusement avec le temps. Autrement dit, il y a un réel rôle amortisseur des muscles lorsqu'on leur permet de fonctionner correctement, de par leur capacité et de par la pratique écologique du sport. J'ai choisi cette vidéo aujourd'hui qui est un test parmi tant d'autres, l'évaluation du one leg raise. Donc le patient doit se lever et s'asseoir. J'ai surélevé son talon sur un haltère de manière à couper un peu l'effet d'extenseur de cheville pour le mollet. Et donc, il va pousser par son talon pour venir se lever, s'asseoir. Je lui demande de ne pas trop exploiter ses bras. Alors, on voit des compensations, évidemment, parce qu'on n'est pas sur une prépa physique de performance. Mais globalement, ce patient est capable de monter et descendre. Il avait réalisé un test isocinétique, test de force max, sur lequel il était équilibré à droite et à gauche. Et là, sur le test d'endurance, on voit qu'à gauche, il n'y a pas de souci. En revanche, à droite, on va observer une sensation presque d'instabilité, alors que l'exercice est plutôt stable. On pourrait parler de phénomène d'habituation, mais ce n'est pas vraiment le cas, puisqu'à gauche, il n'y a pas eu de souci. On note une différence significative dans la capacité de réalisation du mouvement, avec des difficultés à décoller, à contrôler l'arrivée au sol. Et plus on répète, et plus le patient présente une augmentation de cette altération. Alors, ce qui est intéressant, et évidemment, ce n'est pas une critique sur le test isocinétique, qui est un outil extrêmement intéressant, mais en ayant mesuré avec l'outil isocinétique la force max, on n'a pas évalué la capacité à reproduire un effort dans le temps. Or, ce patient était triathlète, et sa demande, c'était au bout de 15 km sur la course, j'ai l'impression d'avoir une jambe lourde, j'ai l'impression d'avoir des difficultés à maintenir mes allures. Autrement dit, il sera important en tant que professionnel de santé d'être capable d'évaluer des capacités physiques spécifiques aux besoins du patient, aussi bien sur de la force que de la résistance, que de l'endurance. Tous ces paramètres-là vont être importants à évaluer et doivent être faits de manière individualisée. Si maintenant on continue sur le sujet de l'arthrose et la course à pied, on va devoir parler évidemment de technique de course, puisque lorsque l'on court, selon la manière dont on pratique la course, et Florian l'a bien illustré dans la vidéo avec la gestuelle d'une attaque talon et genou tendu, eh bien on peut avoir, malgré une bonne force physique, des douleurs du genou. Autrement dit, on va se retrouver sur une triade entre réguler l'activité, avoir de la capacité physique, et une pratique écologique, autrement dit, une pratique adaptée de la course à pied avec une technique de course qui sera adaptée. De nombreuses études ont montré que lorsque la course était adaptée techniquement, c'est-à-dire que le professionnel de santé apprend à son patient à courir techniquement correctement, il y avait une réduction significative des symptômes et des problématiques de pathologie en course à pied. Je vous ai dit qu'il fallait avoir un tissu capable d'absorber les chocs, donc mis en tension. Eh bien, cette étude va exactement dans ce sens-là, avec différents paramètres qui sont exprimés dans la littérature ou dans les réseaux sociaux de manière différente, mais globalement, mécaniquement, on va retrouver 3 grands paramètres. La fréquence de pas qui a été énoncée par Florian, qui oscille généralement entre 170 et 190 pas minutes, tout simplement parce qu'elle évite une montée et descente verticale trop importante du centre de masse et donc évite les impacts verticaux, la dépense d'énergie potentielle. La flexion du genou au moment de l'impact au sol, c'est-à-dire que votre genou doit être fléchi avant l'impact au sol de manière à absorber le choc. Et puis un buste engagé en avant, de manière, à bénéficier pour la course de fond, j'entends, de la pesanteur, et 2, favoriser une pose de pied au sol qui sera plus sous le bassin, en lien évidemment avec la flexion de genou. Si on prend cet ancien champion et recordman du monde du marathon, Elie Gebrselassie, eh bien vous remarquez qu'il remplit les 3 critères en étant sur une allure continue. On a bien un buste engagé vers l'avant, puisque lorsque son genou, sa hanche et son épaule sont alignés, la jambe est derrière. On a bien un genou qui est préfléchi au moment de l'impact au sol. On a une fréquence de pas qui lui permet d'avoir un buste, en tout cas un tronc relativement horizontal. Le bassin reste bien horizontal. Il est sur une attaque talon. Alors, je reviendrai après sur les attaques de pied qui ont fait moult débats sur les 10 dernières années, mais en tout cas sur les critères vraiment essentiels dans une pratique technique de course adaptée, on a ce qu'il faut. Il faut savoir que certains patients ont une technique de course adaptée, mais quand même des problèmes parce que physiquement trop faible, et ça revient encore au problème de lorsqu'il y a eu un traumatisme ou lorsqu'on vieillit, on perd de la force. Il faudra donc trouver un équilibre entre la pratique de la course à pied et le renforcement, puisque lorsque vous pratiquez une activité d'endurance, vous avez tendance avec le temps à perdre de la force.
J'enchaîne toujours avec de l'analyse technique de course, puisque c'est un domaine qui est passionnant et les thérapeutes ont forcément un temps de travail sur table pour le traitement des pathologies, puis un temps de travail sur plateau technique pour assurer le renforcement ou l'évaluation physique de leurs patients. Évaluation physique globale, j'ai montré le travail du One Leg Raise, mais il existe plein d'autres tests que l'on fait à Kinéotop sur les ischio-jambiers, les adducteurs, les abducteurs, les mollets, etc. Tous ces tests-là sont à pratiquer, faciles d'accès et ne demandent pas forcément énormément de matériel. On va continuer avec un sprinter qui, lui, pour le coup, a une attitude de course qu'on retrouve fréquemment chez des patients qui se blessent. D'abord, un buste très, très droit. Une attaque au sol, genou tendu, qui est forcément dans l'incapacité pour son quadriceps d'absorber le choc au sol. Une fréquence de pas qui est trop basse et donc qui se traduit par une oscillation du bassin de haut en bas. On voit une attaque qui est très avant-pied, caractéristique des sprinters. Les sprinters attaquent évidemment sur l'avant-pied lorsqu'ils courent. Ce n'était pas le sujet exactement de ce webinaire, mais avec plaisir pour en reparler sur la course en sprint une prochaine fois. Bref, ce patient-là a vite mal au dos aux alentours des 5 à 10 minutes. Maintenant, je prends un coureur de fond à la même allure et on voit bien que la fréquence de pas est largement plus élevée. Augmentant sa fréquence, il limite l'oscillation verticale de son bassin. Lorsque le genou s'aligne avec la hanche et l'épaule, la jambe est derrière et donc on a bien une inclinaison du tronc vers l'avant pour bénéficier de la pesanteur. On est sur un genou fléchi au moment de l'impact au sol qui favorise l'absorption du choc grâce au quadriceps et on est sur une attaque qui est plutôt talon et qui n'est absolument pas problématique. En général, on va passer sur l'avant-pied lorsqu'on accélère ou quand on relance une course, mais dans une immense majorité des cas, sur course à plat en course de fond, sur une allure continue, on sera plutôt sur du talon. Je fais référence au trail, par exemple, où ce sera différent. Maintenant, je prends le même coureur où il va doubler largement son allure. On est aux alentours des 23 km/h. On voit une amplitude de course qui a fortement augmenté puisque l'allure a augmenté, mais la fréquence de pas reste entre 170 et 190 pas minute. On a toujours un genou fléchi au moment de l'impact au sol. On a toujours un buste qui est engagé en avant. On pourrait considérer qu'il absorbe avec son quadriceps et qu'il vient chasser l'appui plus avec sa chaîne d'extension. L'attaque reste sur un talon qui est évidemment très rapide. On n'est pas sur une attaque genou tendu, on est sur une attaque genou fléchi, mais qui reste un talon. En revanche, si j'avais filmé ce coureur dans sa prise de vitesse ou dans des phases d'accélération, il repasserait sur le médio-pied, voire sur l'avant-pied. Donc, les attaques de pied sont plus définies par la décision d'accélération-décélération. On peut courir par philosophie sur le médio-pied, ce n'est pas un problème. Ça demande quand même une préparation progressive, une attaque qui soit vraiment précautionneuse. Ce n'est pas forcément un grand problème. En tout cas, sur les 3 grands paramètres qu'on retrouve sur la prévention des soucis en course à pied et important pour la prévention des gonarthroses, genou fléchi, buste en avant et la fréquence de pas. Je prends maintenant une coureuse loisir à qui on a modifié la technique de course suite à des soucis au niveau d'une tendinopathie du moyen fessier. Eh bien, vous allez retrouver les mêmes paramètres qu'elle arrive à pratiquer une fois que sa douleur a été abolie. Il y a eu un traitement sur table, évidemment. Il y a eu du renforcement, évidemment, qui a été plus ou moins suivi par la patiente. Et par contre, une attitude de course qui est extrêmement intéressante avec le genou qui est bien fléchi au moment de l'impact, qui permet l'absorption du quadriceps pour le choc au sol. Une extension qui est bonne, le buste engagé en avant de manière à bénéficier de la pesanteur et une fréquence de pas qui évite une oscillation trop importante au niveau du bassin. Tous ces paramètres-là, au niveau de la technique de course, sont évidemment enseignables et apprentissables par les professionnels de santé. Même coureuse avec plus de vitesse, donc on est passé d'une course aux alentours de 10-11 km/h aux alentours des 16-17 km/h, l'amplitude a augmenté, mais on garde les mêmes paramètres avec un buste engagé en avant, un genou qui est fléchi au moment de l'impact au sol et une fréquence de pas qui fatalement va augmenter. Florent vous l'a souligné, la course lente, c'est la plupart des patients, va avoir tendance à baisser en fréquence. Et c'est là où on doit apprendre aux patients, dans une reprise de course, à comprendre ce que c'est qu'une cadence de course, une fréquence de course. Et les courses lentes sont plus exigeantes sur la maîtrise de la fréquence des pas en course à pied. En résumé, pour la course à pied et l'arthrose, eh bien, vous aurez compris que la douleur est d'origine variée, mais pas forcément en lien avec la structure du cartilage. Elle est liée souvent à une problématique de remodelage, une dérégulation du système immunitaire influençant les voies nociceptives. L'activité physique, en général, est bénéfique pour les douleurs arthrosiques et donc à encourager, voire même à faire pratiquer par les professionnels de santé aux patients. Courir n'augmente pas les douleurs. Ce mythe-là, malheureusement, va durer encore, mais cette idée reçue doit être balayée et justifiée auprès de l'ensemble des professionnels de la santé et des patients.
La technique de course doit être adaptée, elle doit être enseignée pour les patients qui ne l'ont pas reçue comme enseignement et qui souhaitent l'apprendre. Et enfin, les capacités physiques, le renforcement musculaire améliore les douleurs arthrosiques sur différentes fonctions, la régulation du remodelage articulaire. Plus j'ai du muscle et plus je peux absorber les chocs au sol, plus techniquement je cours bien et moins je me blesse. Et je dois entretenir ça dans le temps, puisque avec le temps, j'aurai tendance à perdre de la force, quoi qu'il en soit, et de manière plus importante lorsque j'ai subi un traumatisme ou une opération. Je vous remercie à tous pour cette participation au webinaire et je laisse la main à Frédéric Sroux. Bien, merci beaucoup JB pour ce topo. C'était hyper intéressant. Même moi, ça m'a intéressé. Merci Florian. Merci. En plus, j'ai tout compris. Franchement, c'était vraiment super intéressant. Je suis vraiment pas fan du membre inférieur et du genou, vous l'aurez compris. Mais ce qui est génial, c'est que quand on a des orateurs, des formateurs, des chercheurs, des enseignants comme Jean-Baptiste et comme Florian, bah, ils arrivent à passionner des personnes qui sont totalement profanes comme moi sur le genou. Et je crois que quand on s'intéresse beaucoup aux membres supérieurs, ben, on soigne aussi beaucoup d'athlètes et on ne peut pas soigner des athlètes, on ne peut pas soigner des personnes âgées qui ont mal à l'épaule sans prendre en compte tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je dis régulièrement aux collègues qu'il est bien plus important pour un kinésithérapeute de savoir bien rééduquer des membres inférieurs plutôt que de savoir rééduquer une épaule. C'est plus important pour la santé des gens, pour la santé à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est important pour l'équilibre, c'est important pour la santé en général. Il n'a pas été montré que avoir des bonnes épaules, c'était quelque chose qui était bénéfique sur le système cardiovasculaire. En revanche, avoir des bonnes cuisses et des bons fessiers, ça semble être très important dans le vieillissement. Donc, je suis vraiment très content de ces deux topos. Il y a quelques questions qui sont passées. Alors, je vais vous les lire, Jean-Baptiste et Florian. Bah, déjà, il y a une question ici que j'ai lue. Je n'ai pas tout compris. Comment un SFP, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut se créer suite à la reprise de la course en post-op? Donc, je pense que c'est toi, Florian. Merci d'avance de votre réponse. Si tu peux m'expliquer ce que c'est un SFP. Florian, tu nous entends, Florian? Ah, peut-être que Florian, il a encore perdu le son. Alors, attends. Tac. Voilà. Florian et Jean-Baptiste, remettez votre son. Voilà. Est-ce que Florian, tu es là avec nous? Je ne le vois pas, Florian. Moi, je Attends, le je vais vois regarder. activé. JB, tu saurais répondre à cette question, toi? Le SFP, je ne sais pas ce que c'est. Je peux commencer à le faire le temps que Florian Ouais, réussisse à activer le son. Alors, attends. ça peut arriver en course à pied lorsqu'on va avoir un déficit de force. Si le patient est trop faible musculairement, la capacité d'absorption des chocs au sol par le quadriceps, entre autres, se fait mal et génère un stress au niveau de l'articulation fémoro-patellaire, qui est la définition du SFP, le syndrome fémoro-patellaire. L'autre Ah, le syndrome fémoro-patellaire, je suis naze. L'autre Excuse-moi. paramètre, normal, tu fais des épaules. L'autre paramètre qui peut, ce sera la technique de course. Je laisse Florian agir là-dessus, c'est plus son domaine. Ok, merci. Florian, tu es là? C'est bon, Florian, je t'entends, moi. Non? Prendre le son, dommage. Vous Bon, c'est m'entendez pas ou pas? grave. Ouais. Ouais. Ah, super. Ah, Florian, tu nous ça y est. entends? Ah, oui, Super. excusez. Alors, il y avait Ouais, je une sais pas. première question. Oui, Donc, tu vas j'ai peut-être tout me entendu, compléter. mais Ok. Est-ce que c'est bon? Tu as quelque chose à dire en plus sur comment un syndrome fémoro-patellaire peut se créer suite à la reprise de la course en post-op? oui, bah, JB a très bien répondu. J'ai juste complété la réponse. Effectivement, alors sur le SFP, si on revient déjà à l'origine, comme on a vu tout à l'heure, les critères de retour à la course, on voit qu'on peut reprendre la course avec à peu près 30% de déficit sur son quadriceps, par exemple. Et c'est vrai que si on regarde les études sur le syndrome fémoro-patellaire, il y a toujours quand même, pareil, un déficit entre 20 et 30% déjà de déficit. C'est-à-dire qu'on peut reprendre finalement, on autorise le retour à la course si on se base sur les critères, tout en étant, on va dire, borderline déjà au niveau de la force par rapport au syndrome fémoro-patellaire. Et comme l'a dit justement Jean-Baptiste,
Juste avant, on va avoir un petit problème d'absorption aussi des contraintes. Il faut savoir, quand on court, il y avait une étude justement en 2016 qui était parue, qui montrait quand même que sur la rotule, sur la fémoro-patellaire, il y avait entre 4,5 et 7,6 fois le poids du corps qui arrivait sur la patella au moment de la course. Donc, on comprend bien que si on n'a pas une force musculaire suffisante et si on n'a pas une capacité finalement suffisante aussi pour absorber, restituer l'énergie et aussi toute la mécanique de course que Jean-Baptiste a décrit précédemment, ça va ne faire qu'augmenter les contraintes, notamment sur la fémoro-patellaire. Et donc souvent, on va se retrouver d'abord avec des gènes. Puis les gens se disent, oh, ça va passer, c'est juste une petite gêne, c'est normal, je reprends la course, etc. Et ensuite, ça va se transformer en douleur. Quand ça ne se transforme pas après en inflammation, et donc après, on va commencer effectivement à rentrer dans le difficile, voilà, avec nos patients. Donc voilà pourquoi on a des syndromes fémoro-patellaires souvent qui apparaissent malheureusement après une reconstruction, par exemple, du croisé, lors du retour à la course. Ok, super. Autre question. Quel groupe musculaire faut-il renforcer en priorité lors d'un syndrome fémoro-patellaire? Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. On peut, oui, effectivement, y répondre. Alors, généralement, ce que l'on remarque, en tout cas sur les syndromes fémoro-patellaires, c'est que, comme on l'a dit, il y a une perte de force, en tout cas du quadriceps, et notamment notamment en excentrique. Et aussi, on va avoir généralement des pertes de force liées à tout ce qui va être abducteur de hanche, donc moyen fessier. Certains auteurs incluent aussi le TFL dedans. Voilà, donc en tout cas, et le grand fessier aussi, hein, par notamment les fibres superficielles. Donc du coup, on voit en tout cas que les extenseurs de hanche, les abducteurs de hanche et les quadriceps sont en tout cas nécessaires pour le retour, on va dire, pour essayer d'optimiser en tout cas la performance suite à un syndrome fémoro-patellaire. Et des fois, le grand oublié, hein, c'est Jean-Baptiste en a parlé tout à l'heure, mais un petit peu du pied, de la cheville. Des fois, on le met un peu de côté, mais il joue aussi un rôle hyper important dans cette mécanique de course. Donc, je pense qu'il faut aller retravailler tout un petit peu le système musculo-squelettique du membre inférieur, voire même le tronc aussi. On a vu sur la course, c'est hyper important, le placement du tronc pour pouvoir courir correctement. Donc, c'est à la fois musculaire, j'ai envie de dire, et aussi à la fois, on va dire, voilà, systémique, entre guillemets, parce que même si on a la force nécessaire sur tous les groupes musculaires, si on n'a pas le bon mouvement, et comme on vous disait en fait tout à l'heure, hein, c'est toujours une sorte de balance entre la qualité et la quantité qu'il faudra retrouver avec nos patients. Ok, merci Florian. Il y a une question. JB, tu es encore là? Toujours. Ok. Malgré tout ce que tu as dit, est-ce qu'à ton sens, il y a quand même des contre-indications à la pratique de la course à pied dans certains cas d'arthrose? Il y a des patients, c'est pour ça que c'est bien expliqué, hein, c'est beaucoup l'exercice physique hein, qui va être intéressant. Si je ressens plus sur la course à pied, sur des patients extrêmement sédentaires avec des facteurs de risque extrêmement élevés, il s'avère que parfois c'est difficile en tant que professionnel de santé de réussir à leur faire gagner suffisamment de force, à les réhabituer progressivement aux impacts pour que ça suffise. Donc dire qu'à chaque fois le thérapeute va y arriver, pas forcément. C'est là où on doit justement orienter vers une activité peut-être avec moins d'impact, comme le vélo, etc. Sur des arthroses très poussées qui datent de la douleur arthrosique, en tout cas qui date de longtemps, qui a déjà été plusieurs fois injectée, avec une croyance de l'incapacité à revenir, on est sur quelque chose d'extrêmement complexe. Mais pour autant, se cacher derrière l'âge ou derrière le surpoids n'est pas forcément vrai, parce que beaucoup d'études ont montré que des patients qui étaient de manière constante en surpoids n'étaient pas forcément toujours beaucoup plus à risque sur la blessure en course à pied. Donc, pour être très clair, il y a évidemment des cas qui seront complexes et peut-être passer par des sports sans impact pour reprendre une activité aérobie régulière serait une bonne stratégie. Est-ce qu'à terme, l'ensemble des patients seront capables de reprendre la course à pied? Pas forcément, mais généralement, on sous-estime trop l'importance du renforcement et la capacité des patients à reprendre avec une bonne technique de course, qui est généralement le vrai souci qu'on rencontre. Après, on sait que l'arthrose évolue par poussée. Et donc, il y a des poussées inflammatoires quand même dans l'arthrose. Est-ce que, à ton sens, lorsque le patient est en crise de poussée arthrosique, avec parfois on voit des épanchements, est-ce que là, on est dans une phase où il faut que le genou se calme, où il faut peut-être diminuer l'activité
et pour mieux la reprendre derrière, ou même dans ces phases-là inflammatoires, on peut continuer, à ton sens, à garder une activité? Non, on pourra garder une activité. Je pense que c'est un sujet qu'on retrouve également sur des opérations ligamentaires, c'est-à-dire que sur des phases où le travail a peut-être été un peu poussé, où le patient a fait beaucoup de choses, des fois en autonomie de manière trop importante, il y a des activités aérobies sans impact qui sont largement recommandables, comme la natation, la marche dans l'eau, le vélo, qui ne sont pas nécessairement promoteurs de douleurs particulières dans les phases inflammatoires, qui sont généralement liées aussi à des phases plutôt de poussée mécanique, quoi. Ok. Il y a une question pour toi encore. Tout à l'heure, tu as montré un patient qui avait un one leg rise qui était complètement déséquilibré. Donc, Ouais. tu mets en avant la notion du genou qui avait presque l'air de se dérober. Et il y a un collègue qui demande, est-ce que la différence ne peut pas être due à un problème de différence de contraction, de force ou de commande motrice au niveau du fessier? Est-ce que c'est pas un problème de hanche aussi, ça? Alors, c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, comme c'est un mouvement polyarticulaire, on aurait pu se poser cette question-là. Surtout que ce patient-là, en plus, a fait un test isocinétique qui révélait globalement que sur sa force max, il était plutôt équilibré. Il s'avère quand même que la consigne qui est donnée au patient sur ce test précis est de pousser par son talon et donc d'inhiber la fonction d'extenseur de cheville du mollet et de pousser en gardant les épaules le plus droit possible, bras sur la poitrine. Et en fait, quand on pousse le mouvement par le talon en gardant les épaules au-dessus du bassin, la fonction du fessier est extrêmement faible. Elle aurait été possible lorsqu'il se penche en avant. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que ce patient se penche en avant et il se penche justement en avant pour récupérer du fessier pour se relever. Autrement dit, il fait un transfert de force de sa force horizontale vers la force verticale pour faire le mouvement. Ok. Ok, bon, bah, c'est bien. Il y a quand même, je trouve, dans l'analyse, et c'est pas la première fois que je le remarque, dans l'analyse de ce que font les patients, une part d'observation visuelle qui est quand même assez marquée, notamment ici, tu as parlé effectivement de tests isocinétiques qui sont chiffrés, qui sont mesurés, et il y a quand même là, sur ce test-là une analyse subjective visuelle, et on sait que ben, les analyses visuelles sont plutôt peu reproductible en interévaluateur. C'est pour ça qu'on a un confrère qui dit ben, est-ce que ça vient pas d'ailleurs? Et peut-être que d'autres ne verront pas autant de dérobement au niveau du genou. Jean-Baptiste et Florian, j'aimerais te poser la question. Quelle est l'importance que vous donnez à l'observation et à l'importance que vous allez en tirer dans votre rééducation, l'observation visuelle de vos tests? JB, Bah, ouais, vas-y. Ah, ou non, vas-y, Florian, peu importe. non, vas-y, Non, 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 mais enfin, je pense qu'on justement là, on l'a démontré par les vidéos qu'on a montré à travers la présentation, que des fois ça nécessite pas des équipements hyper onéreux et qu'une simple vidéo aujourd'hui avec le mode ralenti va nous permettre effectivement de pouvoir analyser les choses et des fois aussi bah, de faire prendre conscience d'une certaine façon aussi aux patients bah, des déficits, des carences voilà, qu'il peut avoir. Donc, je pense que cette analyse vidéo, elle est hyper intéressante. JB, justement, le disait tout à l'heure, mais c'est vrai que des fois, on a des tests ISO qui sont super bons et les gens courent et on voit que ça va pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'on est encore Non, mais c'est vrai, je pense à une vidéo, justement, on est encore au balbutiement, c'est vrai, de tous ces critères de ce retour à la course. Et des fois, ça aide aussi, en tout cas, cette vidéo enfin, très simple à passer au ralenti, même pour nous, hein, en tant que thérapeute, on voit pas toujours tout à l'œil nu parce que bah, ça va très vite, hein. Tout à l'heure, Jean-Baptiste parlait de course à 23 km/h. À 23 km/h, ça va à une vitesse, on n'a pas le temps de tout voir. Donc, des simples vidéos, que ce soit on va dire, enfin, de face, mais plutôt postérieure ou de profil vers le genou un petit peu atteint, etc., ça peut quand même nous permettre d'avoir, nous, une évaluation voilà, enfin, à la fois objective et subjective, mais surtout aussi des fois de faire prendre conscience aux patients que bah, effectivement là ça va pas, et de pouvoir aussi établir des objectifs en lien avec lui en lui disant voilà, vous voyez là, votre genou n'est pas capable de faire ceci, cela, on va donc retravailler comme ça, et peut-être vous aussi de votre côté, on parlait tout à l'heure de programme en autonomie, il va pouvoir aussi peut-être travailler sur certains paramètres quand il sera seul et qu'il maîtrisera ce genre de paramètres. Euh, je c'est rejoins quoi la largement. part? Vas-y, excuse-moi, JB.
Après, je rejoins largement ce que vient de dire Florian, c'est-à-dire qu'effectivement, ma vidéo était un peu provocatrice, évidemment, mais ça ne remet absolument pas en cause l'intérêt de l'isocinétique qui a largement prouvé son intérêt dans le panel d'évaluation. Là où, par contre, il faut être prudent, c'est pas parce que dans le test isocinétique tout va bien que ça va forcément bien se fonctionner, parce qu'on est sur une analyse assez analytique, chaîne ouverte, on n'a pas regardé la force des adducteurs, des fessiers, etc. Donc, ça reste un outil très pertinent parce que quantifiable de manière précise, mais pas toujours suffisant par rapport aux besoins fonctionnels du patient. Et je rebondis du coup sur cette question, si le fessier était trop actif ou si le quadrille ne l'était pas. Je parle d'un patient qui était douloureux au bout de 15 km. Je ne parle pas de quelqu'un qui ne peut pas monter un escalier et qui sentait parfaitement son quadrille et qui a senti le déficit. Mais ce test-là se réalise largement chez des patients bien plus douloureux et on note beaucoup plus les déficits qu'il peut y avoir. Et surtout, on ne se base pas que sur ce test-là. On va réaliser une batterie de tests où on va évaluer l'ensemble des paramètres qui, par les études, nous donnent généralement les groupes musculaires qui sont déficitaires sur certaines pathos, mais on ne va pas s'en contenter, on va évaluer l'ensemble parce que d'un patient à l'autre, ça peut être différent. Ok, super. Dernière chose, je voulais vous demander aussi les uns les autres, comment est-ce que vous situez l'importance de la subjectivité du patient dans ses douleurs et dans son ressenti? C'est-à-dire que vous avez des outils de mesure, vous avez des outils visuels, et donc là-dedans, si votre patient vous dit ouais, tout va bien, mais que vous voyez des choses qui ne vont pas, ou au contraire, tous vos tests ont l'air au vert, et puis votre patient vous dit ben, il y a un truc qui ne se passe pas bien, c'est quoi l'importance que vous donnez à la subjectivité du patient? Et comment vous mesurez ces choses-là? Est-ce que vous avez des scores, des choses comme ça, ou est-ce que c'est juste verbal? JB? Jean-Baptiste, vas-y. Ok. D'abord, je pense qu'en tant que professionnel de santé, nous n'avons pas l'omniscience, c'est-à-dire que ce serait extrêmement prétentieux de croire que par l'ensemble des batteries de tests qu'on réalise, on va pouvoir à chaque fois trouver ce que le patient a et être capable de l'amener dans son besoin. Donc, une des bases qui a été créée dans l'EBP, c'est la confiance qu'a le thérapeute, enfin le patient envers le thérapeute. On va utiliser des outils différents sur la perception de la douleur, sur est-ce que lui sent que la douleur est uniquement organique ou effectivement psychologiquement il y a aussi des atteintes, il y a des échelles qui existent là-dessus. Et surtout, les tests physiques permettent de mettre en avant des carences, des déficits que le patient n'a pas forcément ressentis dans sa vie de tous les jours. Autrement dit, votre patient est capable de courir, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il avait perdu de la force dans le temps au niveau de son quadriceps ou autre. Et les tests physiques permettent justement d'objectiver ça, alors avec une certaine, évidemment, un certain aléa. En tout cas, les compensations doivent être bien compris par les thérapeutes. Mais mettre face un patient face à son déficit, en tout cas une carence par rapport à ce qu'il est censé produire comme effort, reste quand même un des meilleurs outils pour leur montrer leur capacité ou non. Je rebondis sur ce que disait rapidement Florian sur les délais qu'on donne à des patients sur des ligaments croisés pour la reprise de course à pied. Typiquement, le one leg raise fait partie des tests qui est utilisé, qui a été étudié, qui montrait qu'en dessous, alors j'ai plus en tête exactement, Florian, peut-être tu te souviens du nombre de répétitions, et on avait une incapacité à pratiquer la course à pied et surtout on avait un facteur de risque d'arthrose important à 3 ans. Ouais, généralement, c'est ouais, faut en faire 10. Il me semble que c'est ça. Mais après, non, non, je rejoins après tout à fait ce que tu dis. De toute façon, le patient, faut qu'on l'écoute et par rapport en fait à cette écoute, avoir une écoute active et pouvoir à la fois, des fois aussi un peu démystifier certaines choses. Je pense souvent des fois aux patients qui nous disent: Ah, mais j'ai le genou qui est gonflé. Enfin, je sens, ça va pas, je prie comme dans un étau. Des fois, le genou n'est absolument pas gonflé. Et il y avait justement une recherche là-dessus qui montrait que souvent, les gens qui avaient l'impression dans le genou gonflé associaient ça à une mauvaise mécanique, une mauvaise image du genou. Donc, c'est aussi voilà, notre rôle, comme disait Jean-Baptiste, pour les éduquer dans voilà, tous les sens du terme, en disant, voilà, il y a ci, il y a ça. Là, votre genou n'est pas gonflé, ou là, il est un peu gonflé, mais on peut essayer, on va monitorer, voir justement si le genou continue de gonfler. Et puis, par rapport aussi à ce patient, il faut des fois aussi dégager certaines idées reçues dont on a parlé, et les dangers malheureusement aussi d'Internet ou autre, hein, où quand les gens vont prendre l'info là où l'info n'est pas toujours la plus pertinente,
Et des fois, c'est là où des fois le professionnel de santé est un peu aussi en porte-à-faux. Mais cette subjectivité, en tout cas, du patient, aujourd'hui, en tout cas sur le croisé, on a tendance à refaire, en fait, on ressort un peu des tiroirs les anciennes échelles comme l'IKDC ou autres, pour voir un petit peu aussi le niveau fonctionnel du patient et voir en fait ce qu'il arrive à faire, ne pas faire, et puis après, bah, nous corréler, comme disait Jean-Baptiste, un peu avec nos tests, voir ce qu'il en est réellement. Est-ce que c'est un vrai réel problème mécanique ou c'est plutôt de l'ordre aussi, bah, des fois, psychologique, non, pas dans le sens péjoratif du terme, hein, bien évidemment. Dernière question, les amis. Concernant la technique de course, si le patient ne présente pas de problématique de genou, mais présente une mauvaise technique, entreprenez-vous une correction de celle-ci, de la technique de course? Le changement ne pourrait-il pas être pourvoyeur de blessures? J'imagine par exemple un suivi de sportif, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de symptômes, donc vous le suivez, vous faites de la prépa physique, et là vous constatez que la technique n'est pas idéale. Est-ce que vous entreprenez une modification, vous essayez une modification de cette course, soit au niveau du genou, soit au niveau de l'attaque de pied, au niveau de la posture? Il y a un collègue qui parle de posture, c'est-à-dire la position du tronc, etc. Donc, quand tout va bien, est-ce qu'on prend quand même le risque de modifier les choses? Quand on va bien, tout va bien à un instant T, bien sûr. Alors, il y a eu, c'est un grand débat, ça, hein. C'est un grand débat. Concrètement, quand la personne va bien, encore une fois, on a dit que ce n'était pas uniquement que la technique de course qui pouvait poser problème. Il y avait la force physique, il y avait les volumes d'entraînement. Je prendrai un exemple simple. Vous prenez la majorité des triathlètes. Les triathlètes, globalement, sont ceux qui ont la meilleure caisse, sont hyper adaptés à l'effort volumique, mais rarement les meilleurs techniquement. Et ils n'ont pas forcément des problèmes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, par exemple, une fréquence à 160 pas minute et ne se blesse pas forcément parce que très volumique dans l'activité, très habitué. Voilà. Si le patient est fort physiquement et que la technique est un peu moins bonne, bah, on peut laisser en l'état en sensibilisant le patient au fait que, attention, un jour, méfie-toi sur certains paramètres de course. En tout cas, aie conscience que certains peuvent poser problème. Donc pour moi, c'est jamais prendre juste un seul paramètre, à savoir que la technique de course, mais on va jouer sur les capacités physiques. Donc je suis fort physiquement, j'ai certaines carences en technique, mais ça passe bien. OK, on continue là-dessus. Mes planifications d'entraînement sont cohérentes. OK, on continue là-dessus. Donc pour moi, il faut jouer sur plusieurs paramètres. Donc modifier juste une technique de course chez quelqu'un qui va bien reste quelque chose d'un peu délicat. En revanche, le sensibiliser ne mange pas de pain et le conforter dans l'intérêt de son travail régulier d'activité sportive et de capacité physique reste pour moi l'élément le plus important. Florian, un avis là-dessus? Ah, moi, je rejoins totalement Jean-Baptiste. Après, c'est aussi une question, on va dire, d'objectif du patient. Est-ce qu'il y a un objectif derrière de performance ou autre? Mais en tout cas, je pense que Jean-Baptiste a très bien répondu dans le sens où je pense que bah, beaucoup de gens qui font du sport présentent un certain nombre de facteurs de risque de blessure, en fait, quels qu'ils soient. On peut les sensibiliser dessus, mais on ne peut pas toujours finalement aller chercher à tout régler parce que bah, y a des gens, par exemple, moi, si on prend sur le croisé les histoires de valgus dynamique, il y a des gens qui maîtrisent très bien et contrôlent très bien leurs genoux. Pourtant, il va vers l'intérieur, mais bon, bah, voilà, il n'y a jamais eu de lésion voilà, du croisé. Et puis, il y en a, ils n'en présentent pas. Et puis, le jour où ça arrive, ils ne contrôlent pas. Et puis, il y a une rupture. Donc, on établit une liste, en gros, c'est ça, de facteurs de risque. On peut sensibiliser voilà, le patient en disant, voilà, potentiellement, si le jour, par contre, où tu auras des douleurs, ceci, cela, pense-y, il faudra peut-être qu'on modifie certaines choses en fonction de ces douleurs, ton ressenti, etc. Mais après, c'est vrai que tout modifier, je ne suis pas sûr que ce soit voilà, le plus pertinent possible. Tout dépend après aussi de l'objectif des patients. Ok, super. Bon, mais écoutez, je vous remercie énormément, Florian et Jean-Baptiste, Florian Forelli, Jean-Baptiste Duo, pour ce webinaire. C'était le premier webinaire qui est au top sur le genou. On a l'habitude toujours de vous parler de l'épaule d'épaule. Ah, excusez-moi. Et donc, on retrouvera Florian et Jean-Baptiste dans leurs différentes formations. Florian a une formation qui est axée sur la prévention des blessures du ligament croisé.
Et puis, le retour à la performance après blessure. Et puis, Jean-Baptiste, on pourra le retrouver sur sa formation du genou et puis sur la formation cheville et sur la formation course à pied. Donc, il vous a donné déjà des super tips et des super indications sur la course à pied. Je crois qu'il y a même une formation course à pied à la fin de l'année. Si vous avez envie de vous y inscrire, je crois que c'est à Paris ou à Lyon. Je ne sais plus, JB, c'est Paris ou Lyon, je ne sais plus. En France. En France. OK. Bonne soirée tout le monde. Merci encore d'avoir été là. À très bientôt pour un autre webinar sur une autre thématique. Restez connectés sur les réseaux, on vous préviendra. Il y a plein de choses qui vont arriver. À très bientôt. Au revoir. Merci Florian, merci Fred. Au revoir, merci JB, merci Fred aussi.